les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis encore avec un nouvel entrepreneur ici à Bangkok, toujours dans la tournée du coup des interviews des gens qui font partie de la French Tech. Aujourd'hui on est avec Maxime, un start-upper dans le domaine du tourisme, et on va voir une super expérience, encore un nordiste en plus, un copain à nous du nord. Et donc on va lui poser plein de questions, on va avoir une super histoire encore inspirante. Et comme d'habitude tu peux laisser un like, tu peux commenter ou tu peux partager cette interview pour qu'on soit encore plus, et puis qu'on fasse encore plus d'interviews inspirantes de ces entrepreneurs qui ont choisi, des entrepreneurs ordinaires qui ont choisi d'avoir une vie extraordinaire. C'est parti, on enchaîne. Salut Maxime. Bonjour Enzo. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de venir partager ton histoire avec nous. Merci, c'est un plaisir. Écoute, alors, en quelques mots, qui es-tu Max? Qu'est-ce que tu fais rapidement? Alors, j'ai 39 ans, je vais avoir 39 ans, je suis ch'ti comme tu l'as dit dans l'introduction, yes. Voilà, les ch'tis en force à Bangkok. Je ne suis pas du tout issu du tourisme, et ça fait que 2 ans que je suis dans l'aventure de Very Local Trip, okay, qui est aujourd'hui mon bébé, qui est devenu adolescent et dont je vis pleinement. Ok, génial. Alors du coup, tu vas nous parler de ça. Donc déjà, première chose intéressante, une start-up du coup, hop, on va se rapprocher un peu comme ça. Une start-up du coup dans le domaine du tourisme, et Maxime n'est pas du tout du tourisme, donc ça c'est intéressant, on va pouvoir en parler. Plein de rebondissements dans une vie, tout ça, génial, génial. Du coup, qu'est-ce que tu as fait comme étude? C'est quoi ton background? D'où est-ce que tu viens? Alors, dans une autre vie, j'ai eu une maîtrise de biologie cellulaire et moléculaire, option génétique. Comme quoi, ça peut... Ça peut avoir une grosse tronche, ça c'est... C'est juste pour impressionner, si tu veux, au début de l'interview. Non, après, voilà... Ça t'aide à pécho les nanas? Pas du tout. Le petit chaton, ça marche mieux en général. Voilà, après j'ai fait une double compétence à l'IAE de Lille, donc un master en management de la santé. Okay. Et puis j'ai eu une carrière dans l'industrie santé médicale en tant que commercial pour des grands groupes en différentes régions de France, donc Rhône-Alpes, un peu dans l'Est, et je suis rentré dans le Nord 2 ans aussi. Donc pendant, on va dire, 6 ans et demi, 7 ans, chez Blédina, Sanofi, Air Liquide Santé Domicile. Donc commercial, avec une position plutôt confortable, puisque voilà, l'industrie pharmaceutique est plutôt un domaine qui rémunère pas mal. Tu gagnais bien ta vie. Je gagnais bien ma vie, mais disons que je m'ennuyais un petit peu, on va dire que même... je m'ennuyais comme un rat mort en fin de parcours. Ouais. Je me levais vraiment avec des pieds de plomb le matin. Je pense que c'est un métier qui était assez répétitif en fait. J'étais monoproduit, donc je vais présenter un seul produit à des gens qui le connaissaient par cœur. Et je ne trouvais plus vraiment de sens en fait dans mon quotidien. Je travaillais avec des gens qui se plaignaient un petit peu beaucoup parfois aussi. Et je sentais qu'il y avait une petite morosité ambiante en France à l'époque, c'était en fin 2009. Ouais. Et je n'avais jamais vraiment eu l'occasion de vivre à l'étranger ou d'étudier à l'étranger. J'avais pas mal voyagé de par mes expériences personnelles, etc. Mais j'avais cette envie d'évasion. Et donc, à l'époque, je suis tombé sur un manager dans mon dernier job qui était très intelligent et qui m'a dit « Écoute Maxime, je sens que tes chiffres sont en baisse. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Et je lui ai dit « Mais non, mais rien, je pense que je vais arrêter, je vais partir en Thaïlande. » ou ailleurs, je ne sais pas. Et il m'a dit, écoute, c'est complètement idiot, je vais pas te virer parce que j'ai pas de faute à te reprocher, tu vas pas me démissionner parce que tu n'auras rien derrière, on va faire une rupture conventionnelle, ça venait de sortir à l'époque. Oh, ouais, sacré manager, hein. Voilà, non mais voilà, un gars du Nord encore une fois. Cool les copains du Nord. Tu leur payes une lèvre, tout est parti. Exactement. Et puis il m'a même dit à l'époque, écoute, en plus tu as des droits d'heure à la formation, donc tu peux même faire un bilan de compétences ou ce que tu veux, ce que j'ai fait. Et ce qui m'a conforté, je l'ai fait d'ailleurs avec une personne qui était à une approche très psy, et qui a conforté en fait cette envie à la fois d'expatriation et de créer quelque chose. C'était très très flou, hein, très flou. Et suite à ça, quelques mois plus tard, j'ai décidé de prendre ma valise de 25 kilos, j'avais droit à 25 kilos à l'époque, et de partir je suis arrivé le 8 janvier 2010 en Thaïlande. Voilà. Énorme. Alors il y a déjà plusieurs incohérences dans ton parcours, ça commence bien. T'as pas un background de commercial, tu fais du commerce, ça s'est arrivé comment ça? C'est arrivé qu'en fait, à l'époque, je me suis trouvé dans un bac S alors que j'étais pas forcément scientifique. À l'époque, j'étais un petit peu bon dans tout, enfin pas mauvais en tout cas dans tout. Ouais, et puis à l'époque, au lieu de faire un ES, on m'a dit non, tu devrais faire S, ça va t'ouvrir plus de portes. Mais finalement, ça m'a ouvert tellement de portes que je ne savais pas quoi faire. Et j'étais dans une classe de personnes qui étaient beaucoup fils de médecins. Moi, je suis d'un milieu assez modeste, voilà. Et je me voyais pas faire médecine, par exemple, c'était pas mon truc. Donc je suis parti en bio.
mais un peu la voie de garage. Ouais, je sais pas trop. Et voilà, et puis arrivé après un bac+4, je me suis dit, mais je ne me vois pas travailler sur un microscope, sur une paillasse de laboratoire toute ma vie, parce que même si c'est passionnant, c'est trop comme ça pour moi. J'ai besoin d'être un peu plus comme ça. Donc j'ai pu faire une double compétence à l'époque à l'IAE de Lille, à l'époque c'était un DESS, en management des entreprises du secteur de la santé. Donc, si tu veux, ça m'a ouvert d'autres portes, plus marketing, management. Puis finalement, mon premier poste que j'ai eu, c'était en commercial, quoi. Voilà. Et tu t'es pas posé la question, ok, feu, on y va, quoi. Non. Non, mais très bien, ça nous donne un petit peu de ton background, de qui tu es. Voilà, j'avais peut-être encore un projet professionnel encore assez flou, et puis j'ai pris un peu l'opportunité, et je me retrouve dans une voie qui finalement me faisait rentrer dans la vie active avec un salaire convenable, voilà, tout simplement. Ok, très bien. Et du coup, tu parlais de partir en Thaïlande, donc cette envie de voyage dont tu parles. Ok, et tu parles de création de quelque chose. Alors du coup, ma question elle a un rapport avec ça. Pourquoi et comment t'es arrivé dans l'entrepreneuriat? Alors vraiment par hasard, je ne suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs. C'était la première fois que je me lançais dans quelque chose. C'est vraiment une idée toute bête, que je suis loin d'être le premier à l'avoir eue, qui était juste de ma vie d'expat en Thaïlande. Fin 2014, ça faisait déjà 4-5 ans, 4 ans que j'étais là. Et systématiquement, je recevais des messages d'amis ou d'amis qui venaient en Thaïlande et qui me disaient « Tiens Max, c'est notre première fois en Asie, qu'est-ce que tu pourrais recommander comme petit street food, marché de nuit ?» Et le message qui revenait systématiquement dans l'idée, si tu veux, c'était « Je ne veux pas me sentir comme un touriste. Je voudrais vraiment avoir l'expérience un peu d'un local ou d'un expat. » Donc moi, j'avais un copier-coller, en gros, de mes bons conseils que j'envoyais systématiquement. Et quand j'avais le temps, eh bien, je recevais avec grand plaisir mes amis ou les quelques personnes, amis d'amis que je rencontrais volontiers. Mais je sentais qu'il y avait cette valeur ajoutée, si tu veux, d'avoir un contact local. Parce que quand tu voyages, bon, bah voilà, tu as TripAdvisor, mais c'est une somme d'informations. Bon, tu as le guide du routard, mais c'est assez standard. Tu peux faire du Airbnb, voilà, tu peux rencontrer des gens. Mais c'est vrai que quand tu as peu de temps sur une ville, moi, la première fois que je suis venu à Bangkok en touriste, je suis resté à Khao San Road. J'ai vu le Grand Palais, j'ai vu le Wat Po, et après j'ai dit je me casse parce que déjà c'est une ville de fous, comment on peut faire pour vivre ici, c'est pas possible. Ouais, vivement la plage, et alors que quand on y vit, Bangkok, je me lasse pas depuis 7 ans de découvrir des nouveaux quartiers, c'est juste énorme. Okay. Donc si tu veux, juste une idée, et je me suis dit il y a un truc à faire, mais voilà, c'est parti de là, sans vraiment idée de start-up, c'était juste un projet, voilà. Ok, et donc du coup, souvent tu sais, je demande aux gens pourquoi vous avez entrepris. Alors t'en as, c'était pour être libre, parce qu'ils avaient des ambitions énormes, parce qu'ils voulaient changer le monde. Toi, c'était pour répondre aux questions de tes copains? C'est un peu ça. J'ai jamais été un carriériste. Moi, j'ai des amis qui ont des plans de carrière très fixes dans la vie. Dans 5 ans, je vais être là à tel poste, etc. Ouais. Moi, je pense que j'ai toujours... Quand je suis parti en Thaïlande avec ma valise, j'avais des amis qui me disaient « Mais attends ta retraite, tu vas partir en Thaïlande, tu vas griller tout ton fric en 6 mois, dans les filles, dans ce que tu veux, des excès, et puis tu vas rentrer la queue entre les jambes au bout de 6 mois. » Je me dis « Mais quel dommage !» Je veux dire, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et je pense toujours comme ça. Je me dis toujours, j'ai un risque à prendre, mais c'est un risque assez mesuré. Et je suis même extrême. Je me dis, mais je ne vais pas mourir. Si je prends ce risque-là, je ne vais pas mourir. Donc si je ne veux pas mourir, je vais le faire. C'est extrême, mais c'est comme ça que je pense. C'est génial. C'est génial. J'aime beaucoup cette prise de décision. C'est comme ça que je prends ma décision aujourd'hui. Bon, bah tu vois. Et donc à partir de là, je me suis dit, bah, si je perds un peu d'argent, j'ai quelques économies, voilà, c'est pas la fin du monde. Et je pense que ce carcan dans lequel beaucoup de mes anciens compatriotes, sont de voilà, sécurité sociale, le pré-maison, le petit chien-chien. Moi, ça me faisait pas bander, excuse-moi du terme. Vas-y. Voilà, excusez-moi. Mais c'est vrai que j'avais envie de vivre un truc, quoi, une expérience. Voilà. Et je me suis dit, j'ai un credo dans ma vie et je préfère tenter le truc plutôt que vivre avec des regrets. Donc voilà, c'est comme ça que c'est parti en fait. Hey man. Par contre, du coup, tu parles de la création beaucoup plus tard, après que tu sois arrivé, 5 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux, du coup? Comment t'as fait pour vivre? À la base, tu partais pas en Thaïlande pour entreprendre, du coup, enfin, c'est quoi un peu l'histoire?
Alors je suis arrivé en Thaïlande dans un contexte un peu particulier, parce qu'il y avait la crise politique entre les rouges et les jaunes, donc c'était vraiment Bangkok en état de siège, il y avait un couvre-feu, c'était pas très fun. Donc forcément le contexte économique était un petit peu compliqué pour trouver du boulot, déjà qu'en tant qu'expat, en tant que farang, quand tu arrives en Thaïlande, c'est pas simple. Voilà. Et je suis venu ici en me disant qu'à l'époque je venais à la NPE cadre du Vieux-Lille pour dire mon projet professionnel est de partir à l'étranger, et le conseiller très sympathique me sortait un listing des entreprises françaises implantées en Thaïlande qui datait de 1995. On était à l'époque en 2010. Si tu veux, je me suis dit, bon, on s'est regardé dans les yeux, il m'a dit, bon, effectivement, ça va pas trop vous aider. Donc le mieux, c'était quand même de venir sur place, de faire des networking. Ici en Thaïlande et en Asie en général, il y a beaucoup de networking events avec les chambres de commerce, maintenant la French Tech qui a été créée il y a quelques temps. Voilà, et ça permet de rencontrer du monde et de créer son réseau. Moi, je suis parti, j'ai imprimé mes petites cartes de visite juste fond blanc avec mon nom en noir et mon numéro de téléphone local. Et puis voilà, j'ai commencé à faire des networking, rencontrer des gens. Et puis j'ai fait des petits boulots parce qu'alimentairement parlant, il fallait un peu vivre. Donc j'ai fait, à l'époque, la Thaïlande m'a fait prendre 10 kilos si tu veux. Donc à l'époque, j'étais un peu plus svelte. Et pourtant, on mange healthy quand même ici. On mange beaucoup, on mange tout le temps. Donc voilà, et j'ai fait quelques pubs, la figuration. Ils ont besoin des fois d'un farang qui joue le médecin, le jeune marié, etc. Donc j'ai fait ça. Tu t'es amusé quoi. Je me suis amusé. Je pourrais dire à mes petits-enfants, regarde, papy dans la pub thaïlandaise. C'est cool. Et en fait, mais mon but, c'était pas de rester en Thaïlande pour faire des petits boulots. Donc au bout de quelques mois, j'ai trouvé un job. J'ai eu une phase de découragement. Au bout de peut-être 4-5 mois, je trouve pas vraiment. Puis un jour, dans le Bangkok Post, le journal local, j'ai découpé une annonce. J'étais tellement démotivé que je l'avais mis sur un coin de ma table, dans mon petit condo. Et puis un jour, je me dis, mais c'est complètement idiot de ne pas envoyer ton CV. Enfin, je veux dire, l'annonce est là. Et en fait, j'ai envoyé, et c'était un poste pour une boîte qui fabrique des moustiquaires. Et ce qui avait retenu mon attention, c'était que French speaking is a plus. Je me suis dit, tiens, j'ai peut-être une chance. Et je m'étais dit, il va y avoir 10 000 candidats. Et puis finalement, j'ai été pris à ce job, donc qui était en charge des affaires réglementaires dans une compagnie qui fabrique des moustiquaires pour le marché du paludisme. Je me suis retrouvé dans cette boîte néerlando-thaï où du jour au lendemain, j'ai dû bosser en anglais, écrire des mails en anglais, chose que j'ai jamais fait de ma vie. Et première semaine, je me suis dit, mais je suis où? Parce que j'avais mon manager de l'époque qui me disait, il me balançait les emails en me disant for your information and follow-up, et puis démerde-toi, quoi. Et j'ai cru que j'allais démissionner au bout d'une semaine, parce que vraiment, je me demandais ce que je faisais là, et j'ai persévéré, je me suis un peu auto-formé. Finalement, je me suis éclaté. Pendant 2 ans, j'ai pu voyager en Afrique. J'avais des meetings à l'OMS, j'avais des meetings à Bruxelles, donc tous les 3 mois, je rentrais à Lille. Cool, ça. Et pendant 2 ans, je me suis éclaté, en fait. Mais la boîte a été rachetée par un groupe basé à Dubaï, qui voulait racheter le package avec les ressources humaines, si tu veux. Mais je ne sentais pas trop le boss de l'époque qui manageait cette compagnie. Donc je suis resté en Thaïlande, et puis je me suis mis à mon compte pour faire du consulting en freelance. Donc Public-Private Partnership dans le domaine de la prévention du paludisme. Tu as continué un petit peu ce que tu savais faire pour toi, quoi. Voilà, en fait. Tu as vendu ce que tu avais comme compétence à l'époque. J'avais créé mon réseau sur un marché de niche qui est mondial. Et à partir de là, en fait, une boîte m'a fait appel à moi pour me dire, tiens, on a besoin de quelqu'un pour nous représenter à un meeting. On a mis en place un projet, donc je trouve que c'était vraiment du temporaire, mais qui a duré pendant 2-3 ans. Où j'ai fait cette activité qui m'a permis de gagner ma vie jusqu'à ce que j'ai l'idée de Very Local Trip. Justement. Transition. Ah, on y arrive. Alors, Very Local Trip, c'est quoi? Alors, c'est tout simplement une plateforme qui permet à des voyageurs de rencontrer des gens passionnés, des expats ou des locaux, pour partager une expérience de vie en dehors des tours classiques. Donc, notre cible, c'est plutôt des voyageurs, je dirais, éveillés, qui ont envie de voir autre chose que le Grand Palais, par exemple, qui est à voir, grâce à des gens qui vivent sur place et qui sont passionnés et passionnants. Voilà. Donc la création de l'idée, on l'a déjà vu pourquoi, tes amis qui te demandent, donc grosso modo tu sens qu'il y a un marché qui bouge, il y a beaucoup de demandes. Exactement, ouais. et tu veux répondre à ce truc-là. Alors on a discuté 5 minutes avant l'interview, et il y a des vrais trucs intéressants dans la création de cette idée. À la base, qu'est-ce que tu veux faire? Du coup, tu veux créer cette plateforme, parle-nous un petit peu de ces phases de démarrage, comment ça s'est fait? Alors ça s'est fait en fait en me disant je ne sais pas faire de site web. Il va falloir faire un site à un moment donné. Je suis nul en IT, donc j'avais demandé à une amie Thaï de m'aider à faire un site, et d'être associée d'une certaine manière, elle était web comment dire, designeuse.
Donc elle m'a fait une sorte de front page très jolie, mais avec zéro fonctionnalité. Donc on avait un site vide et je me suis rendu compte très vite que ça n'avait pas fonctionné. Elle est web designer. Donc elle a eu très peur du jour au lendemain quand elle a compris toutes les fonctionnalités qu'il allait avoir dans le site, puisque l'idée de départ, si tu veux, était de faire une plateforme comme une sorte de Airbnb du tour, où les gens au Nicaragua ou au Mexique ou au Kenya s'inscrivent en ligne, proposent une expérience de vie. Typiquement, voilà, expérience tango argentin, cours de cuisine à la maison. Donc avec un certain nombre de fonctionnalités, donc un système d'enregistrement, de booking, de calendrier, donc assez lourd quand même. Donc cette personne est partie très rapidement. Et puis à l'époque, j'avais un ami qui était un petit peu comme ça en recherche aussi d'activité, qui trouvait le projet intéressant et qui est un de mes meilleurs amis et qui m'a dit écoute, si ça t'intéresse, moi je veux bien te rejoindre dans l'aventure parce que voilà, cette idée me parle. Je dis écoute, je suis tout seul, banco. Voilà, il était basé à Lille. Et donc on s'est mis comme ça à réfléchir et puis lui-même avait un ami d'enfance qu'il avait retrouvé qui était web développeur. PHP, un peu old school, mais dit écoute, on a besoin de quelqu'un pour faire un site, donc il va nous rejoindre dans l'aventure. Donc on a commencé vraiment comme ça, un peu par opportunité et puis par amitié en fait aussi dans cette aventure. Et donc ton objectif c'était de faire le Airbnb du tour de tourisme. D'ailleurs je suis persuadé qu'un jour il y en aura un. Enfin si c'est pas Airbnb qui prend ce créneau, il y aura un. D'ailleurs Airbnb a pris le créneau. Oui, j'ai vu qu'ils ont lancé des trucs, ils ont lancé des guides. Ils lancent des choses, mais aujourd'hui c'est pas mainstream quand tu veux faire une expérience locale, tu penses pas à ça. Voilà, un jour il y en aura un, je suis sûr qu'il y aura un acteur parce qu'effectivement cette vision du tourisme et du voyage c'est quand même c'est extraordinaire. Alors, mais du coup voilà ton idée, Airbnb, c'est quoi ta démarche, comment tu montes la startup? Alors très rapidement, en fait j'ai vu passer une annonce comme quoi c'était un des premiers accélérateurs de start-up implanté à Bangkok pour un programme de 90 jours chapeauté par un fonds d'investissement singapourien. Et donc j'ai répondu au questionnaire, on a été sélectionné parmi 8 ou 9 startups. Et donc programme de 90 jours avec un petit peu d'argent à l'aide de démarrage, un coworking space, du mentoring et puis surtout d'autres startups à côté avec qui on pouvait échanger nos problématiques. Voilà. Apprendre à pitcher, apprendre à parler des investisseurs, tout ça, moi ça m'était complètement inconnu, j'avais zéro expérience d'entrepreneur. Donc si vous, ça m'a vraiment mis dans le bain de l'environnement startup, notamment en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, où j'ai vu que c'était un domaine très dynamique. Et puis je me suis rendu compte qu'on avait quand même un vrai intérêt sur le concept. Mais derrière, on nous parlait toujours traction, volume, destination à développer. Et c'est vrai qu'on était parti vraiment sur un site machine de guerre. Alors le problème, c'est que c'était assez lourd à mettre en place. On avait une sorte de prototype de site qui était truffé de bugs d'ailleurs. Et au bout des 90 jours, j'ai pitché devant un parterre d'investisseurs. Et l'idée derrière, c'était de lever 500 000 $. Donc j'ai fait les concours Techinasia, etc. Ça je connais bien, les concours. Et pitcher en 5 minutes ou en 30 secondes ou ce que tu veux. Et puis au bout de quelques temps, mes deux compères sont rentrés à Lille, où ils étaient basés. Et c'était très difficile de travailler ensemble. Je pense qu'on n'avait pas la même ambition, en tout cas on n'avait pas la même niaque sur le projet. C'était très violent parce qu'en fait du jour au lendemain en fait j'ai été, on peut le dire, même si encore une fois c'est l'histoire ancienne, mais planté clairement, c'est-à-dire que l'ami en question a emporté avec lui le développeur, donc j'avais plus vraiment de site. Enfin, j'avais un site mais qui était pas exploitable, même un développeur chevronné je pense c'était compliqué, moi je n'y connaissais rien, et puis plus d'équipe, donc vraiment du jour au lendemain. Donc je me suis dit bon qu'est-ce que je fais, ça m'a pris à peine 24 heures pour me dire mais que finalement je croyais tellement à ce projet qu'il n'y avait pas de raison de laisser tomber. Ok. Donc là tu es déterminé quoi, tu sais que ce truc il va marcher, t'abandonnes pas. Donc si tu veux c'est un bas et je pense qu'il y a des hauts et des bas dans les startups, mais il faut savoir s'adapter en fait aux situations et puis pas tout abandonner sous prétexte que voilà, personne n'est irremplaçable. Et encore une fois, il y a une grosse différence entre avoir l'idée et l'exécution, tout simplement. C'est intéressant, ça. Tu peux développer un petit peu ta vision aujourd'hui de ça, du coup de l'idée, de l'exécution. J'arrête pas de crier à tour de bras que les idées servent à rien et que c'est la mise en pratique qui est essentielle et c'est ce que tu vas en faire. Tes idées aujourd'hui, il y a des tonnes de personnes qui en ont. Par contre, qui passe à l'action, qui fait quelque chose, c'est ça qui compte. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta vision aujourd'hui de l'idée et de l'implémentation? Des idées, tout le monde en a. Et j'ai envie de dire, il ne faut pas avoir peur de partager ses idées.
Il y a des gens qui ont une idée, alors à part si c'est vraiment un nouveau prototype de missile hyper... Il ne faut pas avoir peur d'échanger, parce qu'au contraire, en échangeant, on crée des relations, des contacts. Mais j'ai rencontré des gens qui avaient un petit peu peur de partager ça parce qu'ils disaient on va me piquer mon idée. Bien sûr. Ce qui est absolument dommage à mon sens parce qu'effectivement on apprend beaucoup plus à échanger qu'à garder pour soi. Et après la mise en exécution, eh bien, elle demande d'être justement un peu une éponge et pouvoir s'adapter un petit peu aussi aux opportunités et être à l'écoute. Moi je crois beaucoup, j'ai peut-être dit tout à l'heure, je ne suis pas quelqu'un de carriériste, mais je pense avoir un minimum d'ambition. Mais je pense aussi surtout que je crois beaucoup aux rencontres au bon moment. C'est-à-dire que peut-être un feeling, je sens les gens un petit peu, je dis ça en même temps, je n'avais pas senti les choses venir à l'époque. Pas toujours avoir mais voilà. mais donc voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir juste saisir voilà, les choses au bon moment. C'est difficilement explicable en fait, ça répond d'ailleurs peut-être même pas à ta question. Non mais c'est intéressant, il n'y a pas de question, la question c'est ton histoire, donc Ouais. ce que tu nous transmets là, je pense il y a beaucoup d'expériences, de vécu et c'est ça que les gens derrière doivent exploiter, doivent en tirer la quintessence. Exactement. Et du coup ton idée initiale, comment est-ce que tu l'as fait bifurquer du coup quand tu te retrouves tout seul, t'as plus de business, t'as plus de partner, t'as ta machine de guerre en tête, t'essaies de lever des fonds, t'as pas levé du coup, t'as levé et qu'est-ce que tu fais derrière? Alors justement, j'étais en mode qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà pour tenir financièrement, j'ai fait une petite campagne de crowdfunding qui m'a permis de récolter quelques fonds et aussi de faire une campagne de communication. Ça se prépare, ça a permis justement d'avoir un petit soutien financier, le temps de tenir, de rebondir aussi. T'as levé combien du coup en crowdfunding? Sur quelle plateforme par exemple? Entre, je crois, vers 6 000 euros, 6 500 euros, un truc comme ça. Et donc sur quelle plateforme? C'était Indiegogo. Okay. Mais ça se prépare. Vidéo, etc. T'as préparé, t'as pitché ton truc. Et mais bon, ça a été un vrai soutien. Qu'est-ce que tu as offert aux gens? Alors il y avait des feedbacks, il y avait des discounts sur des activités. C'était essentiellement ça en fait. Donc d'ailleurs les personnes qui m'ont supporté, c'est toujours valable. N'hésitez pas à me contacter. Moi, tout le monde n'a pas exploité encore le discount ou des choses comme ça? Non, tout le monde pas encore. Non. Et en fait l'idée, si tu veux, c'est que ça a aussi créé un petit buzz parce qu'il y a des gens qui s'intéressent aux campagnes de crowdfunding et qui vont aussi s'intéresser à des projets. Donc déjà ça. Et puis tout simplement, moi qui n'y connaissais rien en site web. J'avais, je pense, un petit doute par rapport à la confiance que je pouvais donner à quelqu'un qui allait, encore une fois, avoir la main sur un site. Et j'avais été très déçu de ma présente expérience. Donc j'ai dit, tiens, je suis tombé par hasard sur Wix. Alors c'est peut-être pas bon pour les développeurs, mais bon. Ne vous tirez pas les cheveux, les amis, s'il vous plaît. Je t'avouerai que... Pour moi, ça permet de faire un MVP très rapidement et de créer quelque chose. Voilà, je m'y suis collé. Ça m'a pris quand même 2 bons mois à faire quelque chose, mais qui avait déjà une gueule sympa. Plus sympa que le précédent site en plus. Et puis surtout, je me suis rendu compte qu'on s'était masturbé l'esprit sur des fonctionnalités pas possibles avec l'ancien développeur, alors que finalement, en un clic, c'était fait. Alors, je ne fais pas la promotion de Wix, mais ce que je veux dire, c'est que pour faire un MVP, des fois, il ne faut pas réinventer la roue, quoi. Je veux dire, ça ne sert à rien de partir dans tous les sens. Mais simple. Surtout pas. Simple. Surtout pas pour démarrer, pour tester le marché, voilà. Machin. Et ça coûte WordPress, rien. Wix, c'est très bien. Ça coûte rien. Ça coûte, si on veut enlever le logo Wix, on paye, je sais pas, à 100 ou 200 $ l'année, c'est rien du tout. Et en fait... Et donc j'ai repensé au concept en disant mais de toute façon ça me fatigue de devoir mettre en ligne les pas loin de 200 expériences qu'on a dans 15 pays. Puis, de toute façon j'ai repensé au concept, je me suis dit mais ça sert à quoi d'avoir des gens au fin fond du Nicaragua? Je les connais pas. On a fait un Skype mais je ne sais pas s'ils sont fiables parce que quand je dis Airbnb du Tour, Airbnb c'est 4 murs, je simplifie. Hein. Là on parle d'une prestation d'un service avec quelqu'un, un humain, qui va pendant une journée complète t'accompagner dans une ville. Donc il faut que cette personne soit passionnée, passionnante, c'est pas le coup d'être passionné, mais il faut pouvoir partager cette passion, flexible au niveau des disponibilités, très connaisseur de la ville, avoir beaucoup d'empathie pour sentir ce que les gens ont envie de faire ou pas, avoir envie de gagner de l'extra income, ça en général les gens, ça rentre dans le critère, mais toutes ces choses-là font qu'en fait, trouver la perle rare dans la ville, c'est pas si simple en fait. Et je me suis dit, mais finalement, on va reconcentrer sur la qualité des expériences et reconcentrer là où je suis présent, la Thaïlande. Donc, j'ai juste créé quelques expériences en ligne avec quelques prix en Thaïlande et en voiture Simone. Voilà. Ouais, mais donc du coup, grosso modo, pour rappel, hein, si vous êtes perdu ou endormi devant cette vidéo, l'idée c'est que tu voulais à la base créer un truc énorme avec plein de fonctionnalités, des machins. Levée de fonds énorme. Levée de fonds énorme. Tu finis par faire un petit site sur Wix, tu focuses sur une niche qui est la Thaïlande, sur les expériences que tu connais déjà. Cali au lieu de Tanti. Et c'est parti.
Et alors très rapidement, on a eu un intérêt en fait. Il y a aussi, il faut savoir que le temps que je passais vraiment au business. C'était important aussi. Et très rapidement, on a eu un petit intérêt. Enfin, je dis on. Enfin, Very Locatrip, de la part de médias expats, un petit article dans le Gavroche, dans le Petit Journal, qui parlait du concept, qui sortait un peu du cadre habituel des tours classiques que les agences proposent. Et puis Thailand.fr également. Et puis un beau jour, apparemment, il y a une agence haut de gamme qui est tombée sur un de ces petits articles et qui m'a contacté en me disant, en gros, si je simplifie, on aime beaucoup ce que vous faites. On cherche à développer ça, mais c'est pas simple parce que nos agences réceptives locales avec qui on travaille sont beaucoup trop ancrées dans une manière très standard de faire du tourisme et ils ne comprennent pas la valeur ajoutée qu'il peut avoir un ami local, un expat, à montrer la ville différemment. Donc au départ, moi j'ai presque été sur mes gardes en me disant mais qu'est-ce qu'ils me veulent, attention, moi je veux faire autre chose. Moi je suis différent, moi. Je suis différent. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'on parlait un peu le même langage. C'est-à-dire que cette agence, certes, qui était très présente dans le milieu du tourisme, avait quand même une vision assez moderne et assez novatrice, qui était assez rare, je trouve. Et de s'intéresser aussi à ce que font des petites startups comme Very Locatrip, je trouvais ça très intelligent de leur part. On parle beaucoup de Airbnb versus les hôtels, des taxis versus Uber. Je pense que c'est une façon de consommer du voyageur moderne qui évolue. On n'y peut rien, c'est comme ça. Donc, faire du lobby pour bloquer, ça ne sert à rien, c'est peine perdue. Et je trouve ça intelligent de la part des grands acteurs du tourisme de sortir leur nez un petit peu de leur mass tourism approach et de voir ce que font des petites startups aussi modestes que la mienne. Ouais, ne pas fuir la réalité, voir la tendance actuelle et se baigner. Exactement. Donc je suis... smart. Voilà, et c'est vrai qu'on a été donc approché par cette agence. Très rapide, que je ne connaissais même pas en plus quand ils m'ont contacté. Et puis très rapidement, j'ai dit OK. Donc ils m'ont dit on aimerait bien avoir l'exclusivité, parce qu'ils ont dû sentir le bon plan, mais on peut pas te demander ça, il faut que tu vives, etc. Par contre, lançons le concept ensemble sur la Thaïlande. Et très rapidement, ça a donné lieu à des réservations. Donc ce qui veut dire que c'était très confortable pour moi, puisqu'on était sur un voyageur plutôt haut de gamme, curieux, ouvert, complètement dans la cible de ce qu'on voulait, et non pas le backpacker un peu initial qui va rien dépenser auquel je pensais. Parce que des cours de cuisine à 10 $, il faut en vendre un paquet quand même pour gagner sa vie. Il faut que ce soit vraiment automatisé, monétisé. Alors que là, on était vraiment sur des choses très quali, avec des gens qui avaient quand même du budget aussi. Donc tu faisais du cocooning, tu faisais du quali et puis du chaotique, quoi. Et j'ai commencé à chouchouter ce beau client. Et puis de fil en aiguille, ça a donné lieu à d'autres destinations, des retours clients excellents. C'est-à-dire que les gens retournaient à l'agence en disant mais c'était top cette expérience ami locale là. Donc c'est vrai que nous on répondait à un besoin de ce client B2B et tout le monde était content. Je me suis dit mais le voyageur il est content, le client B2B est content, l'ami local il est content parce qu'en plus de ça il fait de l'extra money mais il partage ses passions, et ben nous on est content aussi. Donc finalement c'est win-win-win-win et c'est un modèle qui est impeccable, quoi. Donc, ok, génial. Et c'est là du coup ça continue toujours. Ça se développe toujours. Voilà, et ça m'a ouvert d'autres portes vers d'autres aussi pistes B2B, d'autres destinations. C'est vrai qu'on a beaucoup finalement orienté le business un peu offline pendant pas mal de temps. C'est-à-dire que notre mission était devenue finalement d'être dénicheur de bons profils et de belles expériences authentiques. Local, Voilà, locales. Donc ça c'était un point. Et puis voilà quoi. Alors aujourd'hui c'est vrai qu'on a relancé une nouvelle version du site il y a quelques temps qui ressemble plus à qui on est aujourd'hui, qui était plus dans notre idée axée B2B justement, avec pas de prix en ligne, demande de cotation, en tout cas de brochure, voilà. Et puis on s'est rendu compte que comme on a lancé ce nouveau site, et ben finalement on reçoit de plus en plus de demandes B2C aussi, parce qu'on a une visibilité, on a un intérêt je pense du site de par quelques blogueurs, quelques petits même articles de magazines de voyage, même de presse voyage qui s'intéressent à ce qu'on fait. Ouais. Et on se rend compte qu'on est... Alors, mon message à chaque fois quand je pitchais, c'était le message de fin, c'était Let's disrupt the global travel scene. Ouais. Alors c'était un peu prétentieux, mais finalement je me rends compte que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que on le disrupt d'une certaine manière, parce que ces grandes agences, eh ben, on a vraiment, je pense, le vent en poupe avec notre concept. Vu l'approche qu'on a et puis qu'on est quand même pas mal sollicité. Donc ça a lieu, mais encore une fois petit à petit.
Ouais. Et du coup, cette vision à la base où tu voulais arriver, tout casser, lever de l'argent, bam, 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 tu l'as créé, mais en fait, complètement différemment par une autre voie que tu n'avais même pas envisagée, peut-être à la base, quoi. Alors voilà, initialement, quand je discutais avec des investisseurs, forcément la question qu'ils me posaient, c'était est-ce que vous voulez faire un business familial ou alors est-ce que vous voulez faire une exit dans 3 à 5 ans, etc. Alors moi, forcément, je disais, bah non, on va être les rois du pétrole, on va faire une exit dans 3 à 5 ans avec le modèle des unicorns, etc. Mais finalement, le business s'est transformé en un petit business qui grossit, qui dégage du cash flow, qui fait de la qualité et qui résiste. Et j'ai découvert récemment, je ne connaissais pas du tout cette appellation, le terme cockroach startup qui n'est pas très, comme ça, pas très sexy. Pas très joli. Mais effectivement, et on m'a dit, mais si Veruca Trip correspond tout à fait à ce modèle, c'est-à-dire on sauve les coûts au maximum, on construit petit à petit, on résiste voilà, au haut et bas pour construire de la valeur en fait. Et je pense que ça correspond assez à ce qu'on est devenu aujourd'hui. Alors je ne sais plus trop si on peut encore dire qu'on est une start-up. Enfin, en tout cas, ça dépend ce que tu as comme définition de la start-up. Moi, je dirais que non, parce que logiquement, à partir du moment où tu as ton business model, tu sais comment tu gagnes ton argent. Voilà. Tu n'es plus vraiment une start-up. Enfin, moi, c'est comme ça que je le définis. Après, chacun y met un petit peu tout à fait, ouais, à sa sauce. Ok, génial. En tout cas, super histoire. Selon toi, c'est quoi les traits de caractère que tu avais ou que tu as dû obtenir pour être un bon entrepreneur et mener ton projet à bien? Je pense qu'il faut avoir faut plutôt avoir un bon relationnel, je pense. Être assez ouvert, justement. Ouvert au changement, ouvert à pas avoir une idée fixe et pouvoir s'adapter. Alors, je sais pas si c'est une description que j'avais auparavant, mais... Tu as dû le développer, ça? Pardon? Tu as dû le développer, ça? Ça s'est fait naturellement, en fait. Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que je fais quelque chose qui a du sens, à mon sens, parce que c'est comme ça que moi, j'aimerais voyager, en fait. Donc j'ai vraiment pas, ça peut paraître... créer un service que tu aurais aimé trouver sur le marché. C'est ça en fait. Je me dis mais c'est comme ça que j'aimerais voyager. Je pars au Pérou, je connais pas Lima. J'aimerais tant avoir un ami local qui me fasse visiter Lima, like a friend, comme un ami local. Donc ça déjà ça me plaît. Deuxièmement, je réponds pas vraiment à ta question, mais d'un autre côté, ce qui me motive ou ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est de travailler avec passion et des gens passionnés. Parce que si c'est des gens qui sont... Enfin, je pense que c'est un lien fort en fait. Si les gens aiment ce qu'ils font, ça ne peut être que des win-win. Ça crée une valeur, ça crée une émulation si tu veux. Donc c'est vraiment quelque chose qui me fait bouger aujourd'hui, qui fait que j'ai pas vraiment l'impression de bosser au final. Donc c'est vraiment un luxe. C'est un luxe. Je me suis découvert, je pense, des facultés un petit peu multifonctions, parce que mine de rien, quand on est entrepreneur, il faut savoir un petit peu toucher à tout aussi. Et puis surtout, ce que j'aurais du mal à faire aujourd'hui, c'est de retomber dans un... J'ai connu les grands groupes, le confort, les stock options, la retraite, etc. Mais encore une fois, si je devais recommencer, je ne changerais rien, parce que c'est tellement excitant de se lever tous les matins et de se dire mais il va se passer un truc. C'est l'excitation de l'entrepreneur, je pense, que j'ai découvert au fur et à mesure de mon expérience. Et c'est passionnant. Alors, justement, tiens. Est-ce qu'aujourd'hui tu gagnes bien ta vie? Si tu étais resté commercial dans le Nord-Pas-de-Calais, est-ce que tu gagnerais mieux, moins bien ta vie? Si tu ne veux pas donner un chiffre, tu peux donner une fourchette. Je pense que j'aurais plus d'économies, peut-être. Parce que, encore une fois, j'avais des stock options, je pense qu'une retraite plus confortable, peut-être, mais ça ne veut rien dire pour moi aujourd'hui. Donc j'aurais peut-être un compte en banque plus fourni en économie, comme ça, sur un livret A, ou voilà. Maintenant... Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Ah oui, je suis heureux, oui. Je pense que déjà le fait de vivre en Asie, ça crée aussi une sorte d'excitation, d'énergie qu'on ressent ici. Alors, je me réconcilie un peu plus avec mon pays. J'avais une tendance aussi un peu caricaturale au Friends Trop facile à taper. Quand je suis parti il y a 7 ans. Là, je pense qu'il y a des belles énergies, il y a des choses super qui se créent en France. Donc moi, ça me fait plaisir de voir ça un peu de loin, en fait. Je me réconcilie vraiment de plus en plus avec mon pays, avec cette morosité que j'ai fui aussi d'un certain côté quand je suis venu ici. Ouais. Après, ici, non, je suis heureux, je vis d'une passion, je peux en vivre correctement. Voilà, Qu'est-ce que tu dirais à Maxime d'il y a 8 ans? Je dirais, surtout, tu as bien fait de ne pas écouter cette fameuse personne qui te disait « Attends ta retraite ». Voilà. Je dirais que non, c'est bien joué mon garçon. Non, voilà, Top, aucun regret. Non. Est-ce que tu as un conseil aujourd'hui, une ressource pour les gens qui nous suivent et qui veulent se lancer ou qui veulent faire développer leur business?
Un blog, un livre, un truc qui t'a marqué, qui t'a aidé à entreprendre? Alors étonnamment, c'est quelque chose qui va être très ressorti par beaucoup d'entrepreneurs parce que c'est vrai que moi j'ai aujourd'hui créé un business assez lifestyle. Je peux bosser un peu d'où je veux, quand je veux. Là je reviens de 10 jours en Indonésie où j'ai bossé. Mais mon bureau c'est ça et mon Mac, donc c'est pas très compliqué, et mon iPhone. C'est le fameux bouquin de Tim Ferriss, The 4 Hours Workweek. Mais d'un autre côté, je l'ai lu, mais j'ai même pas lu en entier. Ouais, c'est l'idéologie qui est importante. C'est pas, j'ai pas appliqué à la lettre ces préceptes. C'est compliqué tout appliquer. C'est compliqué, ça m'a presque semblé presque trop compliqué. Mais si tu veux, dans l'esprit, me dire, mais oui, cette liberté. En fait, aujourd'hui, ma plus grande richesse, c'est ce côté libre, en fait. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Génial. Est-ce que selon toi, on est entrepreneur ou on le devient? Je pense qu'il faut quand même avoir. Je pense qu'on peut le devenir, mais il faut sortir de sa zone de confort en fait. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas conscience qu'ils peuvent l'être parce qu'ils sont trop dans encore une fois, des habitudes, des choses. Je comprends, hein. C'est compliqué de sortir d'un job confortable quand on a. Moi à l'époque, c'est vrai que j'avais ni femme ni enfant, donc si je prenais un risque, d'ailleurs, quand tu quittes, juste pour donner une idée de ce que tu as été capable de lâcher à peu près en termes de fourchette salariale, c'est quoi que tu quittais? C'était quoi l'évolution potentielle que tu pouvais avoir? Parce que les gens pourraient dire, oh, c'est facile, il gagnait 1000 euros. Tu vois, par exemple, moi, quand j'ai quitté, par exemple, quand je suis parti à Paris, bah, je quittais le Nord, mais je quittais le Nord avec 1500 euros. Tu vois, c'était pas. Le risque était minime, même si c'était un CDI. Et que... C'était un job, je sais plus, c'était à 50 KE l'année, quoi. Ouais. Déjà un beau job en France, quoi. Avec 10% de la France ou 5% de la France. Une belle voiture de fonction, avec des repas payés dessus. J'ai quelques avantages sympas et des séminaires aux Canaries où les gens se plaignaient beaucoup. La vie de papa, quoi. La vie de papa qui était déjà en place, quoi. Ouais, voilà, mais encore une fois, beaucoup de gens avec qui j'étais, après m'ont dit, mais tu as de la chance. Je dis, mais arrêtez. C'est quoi j'ai de la chance parce que vous croyez que je sirote des noix de coco sur la plage toute la journée? Non, il y a eu des passages aussi. Mais ce côté-là, t'as de la chance, tu vis sous les tropiques, etc. Alors c'est vrai que des fois, je reconnais, j'abuse avec les photos sympas de piscine sur Facebook. C'est ton business, hein. C'est ton business. Mais c'est vrai que c'est bon, au bout d'un moment, ce discours-là, ça va 5 minutes, quoi. Si vous prenez pas la peine de vous prendre un peu de recul et de se dire, mais tiens, j'ai envie de changer quelque chose. Alors c'est pas toujours facile, il faut avoir l'idée, en tout cas, ou en tout cas le déclic, ou un créneau dans la vie qui permette de le faire. Voilà. Mais encore une fois, moi je pars toujours du principe de me dire, alors encore une fois c'est extrême, hein, de dire je prends un risque, je veux pas mourir, bon c'est très extrême, mais dans l'absolu on n'a qu'une vie, donc I like that. Pas de problème. Tu vois un peu ce que je veux dire, quoi. Moi je vois complètement ce que je veux dire. Aujourd'hui quand je dois prendre une décision, c'est quoi le pire scénario potentiel qui peut se passer si je prends cette décision? Si je suis prêt à l'accepter, ok je fonce. Exactement. Voilà. Voilà, exactement. Et c'est tout. Et il y a des gens qui me disent bah t'as de la chance, machin. Mais non, genre... Tu as créé quelque chose. J'étais à 4000 balles par mois à Paris, j'ai dit ok je retourne au Pôle emploi, je monte ma boîte quoi, ok. Personne n'a compris, mais moi je le savais, tu vois. Ouais. Mais c'est juste que ok j'ai pris la décision, puis j'y vais, puis on verra, parce que dans tous les cas... La vie est longue, et puis si c'est qu'un problème d'argent, ma vie elle aurait bien été triste, tu vois. Si ma vie n'est qu'un problème d'argent, ma vie aurait bien été triste. Donc, entrepreneur, c'est quand même une mentalité, quand même, parce que c'est pas pour tout le monde. Ouais, mais c'est fine, heureusement d'ailleurs. Et encore heureusement, et voilà, et tout le monde est différent. Nous, ce qu'on propose, c'est pas pour tout le monde. Il y a des voyageurs qui ont toujours besoin du guide classique avec le petit drapeau, je caricature, mais parce que ça va pas leur parler, ça va être trop local pour eux, tu vois. Les choses, c'est pas pour tout le monde, c'est tout. Alors j'ai une dernière question pour toi. J'ai l'honneur, la fierté. Est-ce que tu non, c'est plutôt toi. Est-ce que tu as l'honneur, la fierté de faire partie de la team de Better Call Enzo? Bah écoute. Avec grand plaisir, merci beaucoup en tout cas Max d'avoir répondu à nos questions, d'être venu partager. C'est un peu plus long comme format que d'habitude, mais je trouvais cette histoire d'avoir une idée de base, d'arriver à un résultat qui n'a strictement rien à voir, super intéressant pour votre learning curve à tous ceux qui veulent monter des boîtes, monter des startups, avoir des idées. C'est génial, mais vous voyez une fois de plus que l'idée finalement, elle n'a rien à voir avec le produit. Elle a à voir au final, mais la route, elle n'est pas du tout celle qui a été définie et il faut être prêt à vivre ça finalement pour que ça fonctionne. J'ai 2 autres questions pour toi avant de te laisser partir. Aujourd'hui, tu fais partie de la French Tech Thailand. C'est quoi la French Tech Thailand pour toi? Alors la French Tech Thailand, pour moi, c'est plus, je dirais, une initiative dynamique de mettre en relation des entrepreneurs francophones
Je suis pas trop moi dans l'esprit franco-franchouillard. Il faut être assez ouvert, mais en même temps, je trouve ça. Il y a des gens qui ont des bonnes énergies. Et plutôt que de rester dans son coin, encore une fois, pourquoi pas, ne serait-ce que lors d'un meet-up ou d'un mercredi de la French Tech par mois, échanger des idées, échanger des problématiques. Donc c'est plutôt pour moi ce côté un peu mise en réseau, tout simplement. Voilà. À qui tu recommanderais la French Tech Thaïlande aujourd'hui? Bien des gens qui ont juste, pourquoi pas, une idée de départ, mais qui ne savent pas comment s'y prendre au début, par exemple qui ont des problématiques de création d'un site, de marketing, de trouver un partenaire, de trouver un investisseur. Je pense que la French Tech peut potentiellement guider la personne vers la personne adéquate, tout simplement. Donc, parce qu'il y a quand même des personnes qui vivent ici depuis un petit moment, qui ont du réseau. Donc quelqu'un qui a une idée, qui veut se lancer, pourquoi pas rejoindre la French Tech. Génial. Voilà. Merci beaucoup Maxime. Merci. Ça fait plaisir d'avoir rencontré un ch'ti bilout du Nord ici à Bangkok. La prochaine fois on le fera en ch'ti. Ça va être compliqué, mais pourquoi pas. On peut essayer. Merci beaucoup les amis d'avoir encore suivi cette nouvelle vidéo. Laissez des commentaires, laissez des likes. Je spammerai Maxime par email pour qu'il vous réponde à vos commentaires comme d'habitude, c'est promis. C'était un vrai plaisir en tout cas de te rencontrer, d'entendre encore une fois de plus une histoire différente avec un parcours de vie, avec des choix, avec des changements. Je pense qu'il y a beaucoup de choses super intéressantes que vous pouvez utiliser, même si c'est pas votre histoire, même si vous n'êtes pas un Maxime. Finalement, on est un peu tous des Maximes. Voilà, c'était beau cette phrase de conclusion. Merci beaucoup les amis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.